Alors, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous voulons en même temps saisir cette occasion pour nous adresser à toute la communauté internationale. Au matin du 5 juin 1997, donc cela fait 23 ans exactement aujourd'hui, Monsieur Denis Sassou Nguesso brisait net la démocratie naissante au Congo-Brazzaville, qui était la résultante, n'est-ce pas, d'un ensemble d'événements à travers le monde, et notamment la fin de la guerre froide entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, consécutive également à la chute du mur de Berlin, qui consacrait, n'est-ce pas, la fin du monde bipolaire. Nous avions également, pour ce qui concerne l'Afrique et l'ensemble des pays africains, anciennement sous la colonisation française, il y a eu, durant la législature de François Mitterrand, la conférence La Baule. À cette conférence La Baule, François Mitterrand, n'est-ce pas, mettait une condition à l'accès, n'est-ce pas, à l'aide au développement, et que les pays africains devaient désormais aller vers la démocratie pour espérer recevoir, n'est-ce pas, cette aide au développement. Ce contexte historique a entraîné un ensemble de changements constitutionnels et institutionnels en Afrique, avec notamment le point d'orgue, c'était les conférences nationales. La première conférence nationale a été au Bénin, donc, et ça s'est continué dans un certain nombre de pays africains, y compris le Congo-Brazzaville. Dans d'autres pays, la conférence nationale a été plus ou moins bâclée, mais pour ce qui concerne le Congo-Brazzaville, je pense que en dehors des résolutions ou de l'application des résolutions de la nôtre, la conférence nationale, c'était un succès. C'était un succès parce que pour la toute première fois, le Congo-Brazzaville assistait à une messe de tout le monde sans exception, y compris des personnes qui étaient au pouvoir à cette époque-là, et on parle notamment de Sassou I. La législature Sassou I, parce que M. Denis Sassou Nguesso, n'est-ce pas, est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas, à la suite des événements très difficiles vécus au Congo-Brazzaville, et notamment l'assassinat du président Marien Ngouabi, en plein exercice, pendant que Denis Sassou Nguesso était ministre de la Défense et des services secrets au Congo-Brazzaville. Je pense qu'il faut, n'est-ce pas, rappeler aux Congolais tout ce contexte-là pour qu'ils aient une connaissance claire et nette et approfondie de la réalité politique au Congo-Brazzaville. Et depuis cette période-là, des gens qui sont nés depuis cette période-là sont devenus des grands adultes et qui vont vers la vieillesse également. Et donc, nous avons, n'est-ce pas, nous tenons à toujours rappeler ces contextes-là pour permettre à chacun de bien comprendre ce qui se joue et ce qui se passe. Alors, donc, M. Denis Sassou Nguesso, disais-je, est arrivé au pouvoir dans ces contextes-là. La mort du président Marien Ngouabi, qui s'en est suivi avec la mort, n'est-ce pas, ou c'est pas la mort, mais l'assassinat d'un autre président, le président Alphonse Massamba Deba, qui est mort dans la suite des événements, la mort de Marien Ngouabi, et du cardinal, le seul cardinal que le Congo n'a jamais eu, de toutes les façons, le cardinal Émile Biayinda. Et donc, dans le flot de ces événements, le plus haut gradé de l'armée a été propulsé président de la République, le président Jacques-Joachim Yombi Opango, qui est resté 2 ans seulement et qui, en 1979 et le 5 février plus exactement, M. Denis Sassou Nguesso, alors colonel à l'époque, a pris les rênes du pouvoir qu'il a exercé pendant 12 années, comme tout le monde le sait. C'est ce qu'on appelait le Sassou I. Alors, donc, je reviens toujours donc à ce contexte de changement sociétal dans la plupart des pays africains,
consécutive aux deux événements essentiellement que j'ai notifiés. Je vais le rappeler pour que les gens comprennent très bien. La fin du monde bipolaire, marquée par la chute du mur de Berlin en 1989, et puis aussi la conférence de la Baule, présidée par François Mitterrand, qui conditionnait l'accès au fonds de développement, à l'aide au développement, à la démocratie. Et ça, c'est un contexte, je pense, que tous les Africains attendaient. Et pour le Congo-Brazzaville, on a eu une belle conférence nationale où les gens se sont exprimés, où on a eu la garantie, n'est-ce pas, de toute la procédure qui a duré un certain nombre de mois et qui a été un succès grâce à deux choses, notamment. On avait choisi un prélat, Monseigneur Kombo, pour présider, n'est-ce pas, à cette conférence nationale, et vous sauriez que le Sassou Nguesso, ayant été président, avait envoyé un premier présidium par Louis-Sylvain Ngoma, et que de cette façon ad hoc que dans la conférence nationale, on a voulu que cette conférence nationale soit souveraine, qu'elle soit souveraine, que les résolutions de la conférence émanent, n'est-ce pas, soient populaires, que ce ne soit pas des gens qui viennent imposer leur vue, comme M. Denis Sassou Nguesso avait au préalable pensé, imposer son présidium qui devait diriger, n'est-ce pas, la conférence nationale. Ben maintenant, ce qui s'est passé après la conférence nationale, d'ailleurs aussi, il y a un fait qui s'est passé qui est très important, un fait très 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 symbolique, que les gens doivent savoir nécessairement et que nous critiquons aujourd'hui certainement, mais dans la perspective d'un apaisement de la tension politique et sociale au Congo, je pense que ces choses ont été des garde-fous, c'est-à-dire de prendre d'abord un prélat pour avoir la caution morale, n'est-ce pas, de la conférence nationale, et puis par la suite aussi, à la fin, une fois que tout a été dit, alors on va faire la table rase. Cette table rase avait comme signification au fond d'oublier tout le côté négatif qu'on avait laissé derrière la politique congolaise depuis les indépendances jusqu'à cette période de la conférence nationale en 1992, parce que c'est une histoire très difficile, c'est une histoire tragique qui n'est-ce pas, marque la vie sociopolitique au Congo-Brazzaville. Et donc, la conférence nationale se disait, n'est-ce pas, de faire une table rase sur ça, et ce n'était pas mauvais nécessairement, c'était pas mauvais. Donc, le symbole du lavement des mains permettait, n'est-ce pas, aux Congolais de prendre un nouveau départ et de construire une société réellement démocratique, une société où chacun puisse trouver sa place, une société où la notion du bien commun soit mise à sa place, mise vraiment à sa place. La notion du service public, les notions de la richesse de la nation, on pouvait repenser, n'est-ce pas, ces concepts-là, de sorte qu'on puisse donner, n'est-ce pas, la chance à tous les Congolais, n'est-ce pas, d'être fiers d'être Congolais, parce que le Congo est loin d'être un pays potentiellement riche, ne laisse pas d'être potentiellement riche, est réellement riche, parce que à travers le potentiel de son sous-sol, le Congo a eu à brasser des sommes incommensurables d'argent entre ses mains, qui, un argent bien géré, devait produire aux Congolais, n'est-ce pas, tout le bien-être dont il a nécessairement ou bien amplement droit. Donc voilà, ce contexte-là, c'est très 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 important d'expliquer ce contexte-là pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, donc aujourd'hui, après donc cette conférence nationale, vous savez très bien ce qui est arrivé. Le président Pascal Lissouba a été élu président pour la première fois que nous assistions, n'est-ce pas, à l'élection au suffrage universel d'un président de la République. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la présidence de Pascal Lissouba, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais toujours est-il que finalement, la perspective de la démocratie au Congo-Brazzaville a été mal vue, mal perçue par
par certaines personnes et certains groupes de personnes et certains partenaires étrangers également, parce que le Congo ne peut pas être vu à travers le prisme d'une sorte d'adversité interne entre les Congolais qui se battent pour le pouvoir, tout ce que l'on sait, mais le Congo est aussi peut-être fondamentalement aussi drainé et gouverné par ses rapports avec le monde extérieur, c'est-à-dire cette forme d'adversité externe aussi qui est là. Et vous comprenez très bien que je vais pas passer par quatre chemins, la plus grande influence extérieure qui s'exerce sur le Congo positivement ou négativement, c'est quand même l'influence qui nous vient de la France. Et la France, notamment, un pays cher à notre cœur, puisque nous allons toujours en France, nous parlons le français et nous aimons aller en France, nous aimons aller étudier en France. Il y a une sorte d'attractivité tout à fait naturelle que nous avons, beaucoup d'autres aussi, des Américains aussi, hein, tout le monde, par rapport à la France, parce que la France est un grand pays de par sa culture et de par ce que la France a légué, n'est-ce pas, à l'humanité. N'oublions pas que si nous parlons des droits de l'homme aujourd'hui, tel que nous le parlons et qui fait partie aussi des chartes internationales des Nations Unies, toujours autour des droits de l'homme, c'est quand même en rapport avec l'histoire propre de la France qui, en 1789, ce qui s'est passé avec la Révolution française de 1789, les droits de l'homme et qui a donné les droits du citoyen et les droits universels que nous connaissons aujourd'hui. Donc la France, sur ce point de vue, est une grande nation. C'est une grande nation qui a naturellement, n'est-ce pas, essaimé sa civilisation dans le reste du monde, où d'autres pays envient cette France-là, et aussi, ma foi, la nation française en tant que telle. Mais d'un autre côté, quand même aussi, il y a cette France hideuse. Il y a cette France incompréhensible. Ben, il y a cette France qui est aussi attachée, n'est-ce pas, à son expansion en dehors des limites de l'Hexagone. On peut le comprendre aussi, cette approche de la France, mais une France finalement qui laisse un souvenir désagréable. Là où elle est passée, on a bien vu la France en Indochine, la partie est de l'Asie, et puis je me rappelle encore, allez-y rechercher un peu le sac du palais d'été. Le palais d'été, le palais de Chine, donc en Chine, c'était une merveille incroyable. Allez-y faire des recherches sur le sac. Donc, le cambriolage de ce palais d'été, de Chine, où l'empereur a été obligé de fuir parce que des personnes avaient envahi le palais, l'ont brûlé parce que c'était une merveille. Hein, quand des grandes merveilles du monde, ce palais-là, il fallait compter aussi avec ce palais. Et c'est Victor Hugo qui le dit, hein, qui écrit là-dessus qu'un bon jour, eh ben, deux brigands sont venus détruire, saquer, voler tout l'or qu'il avait, n'est-ce pas, dans le palais d'été de Chine. Ça, c'est bien documenté. Allez-y rechercher. Donc, c'est quand Victor Hugo parle, n'est-ce pas, de ces deux bandits, eh bien, il parle de la France et de l'Angleterre. Et nous savons très bien que les puissances anglaises et françaises, en ce qui concerne l'expansion coloniale, eh bien, ce sont ces deux-là que, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Victor Hugo, ces deux cambrioleurs, ces deux bandits qui se sont baladés dans le monde entier pour prendre, n'est-ce pas, la souveraineté de ces États-là. Bon, on sait très bien qu'il y a eu la colonisation à la modèle français et la colonisation modèle anglais. Et les observateurs attentifs savent également que l'approche française, qui était basée sur l'assimilation, c'est-à-dire l'expansion de la civilisation française à l'extérieur de la France, et là aussi je vous donne encore une autre référence, c'est quand même à la Chambre des représentants en 1882 ou 83, je ne me rappelle plus exactement, ce qui s'est passé à la Chambre des représentants
représentant en France, qui faisait office, n'est-ce pas, de la Chambre du Parlement. Alors, le vif échange qu'il y a eu entre Jules Ferry et puis Georges Clemenceau, c'était violent. Et là encore, je demande aux uns aux autres d'aller regarder cet échange très très violent entre Clemenceau et Jules Ferry. Et c'était sur quoi? Eh bien, au moment où Jules Ferry valorisait la mission civilisatrice de la France à l'extérieur de la France, en Afrique, et notamment Georges Clemenceau disait tout à fait le contraire, que évidemment, ce n'était pas une mission civilisatrice et que la France cachait un autre dessein, n'est-ce pas, en mettant au devant, aller dans les colonies, leur apporter la civilisation. Et Georges Clemenceau, c'est un grand personnage, un grand homme politique en France, et il a dit complètement le contraire. Je sais pas, je vous demande simplement d'aller regarder cela. Donc, c'est cette France-là, ben, je disais donc la France, donc l'assimilation, c'est-à-dire là où elle se trouvait en dehors de l'Hexagone, elle se sentait chez elle. Et elle disait aux gens, à ces indigènes-là, que imaginez simplement que quand vous êtes en France, sentez-vous chez vous. Vous voyez un peu, hein, c'est ça. Je vois aussi l'idée de la communauté de Gaulle à la veille des indépendances, et quand tout craquelait de partout en Indochine, vous savez bien ce qui s'était passé, ça craquelait de partout. Et ben, De Gaulle savait très bien que on était face à des changements sociétaux incroyables et qu'il fallait, n'est-ce pas, prendre les devants sur un certain nombre de choses, d'où son idée de la communauté. Vous vous rappelez de la communauté qu'il proposait, n'est-ce pas, à ces anciennes colonies en dehors de, n'est-ce pas, de la Guinée de Sékou Touré, qui avait carrément refusé, n'est-ce pas, d'aller dans ce sens-là. Donc c'est cette duplicité de la France quand même, cette duplicité de la France dont on reconnaît, n'est-ce pas, les aspects liés à cette civilisation qu'il voulait essaimer dans le monde, et puis le pot pourri, le côté négatif de la chose aussi, c'est cette duplicité-là à dire quelque chose et à faire autre chose. Et que vous allez en Algérie, je parlais de l'Indochine, Birakem et tous ces événements-là, et la France au Congo-Brazzaville notamment aussi, au Gabon, au Cameroun. En plus, au Cameroun, vous savez, c'est encore plus corsé aussi. Lisez le Cameroun, hein, écrit par un auteur, dont je ne me rappelle plus, le Cameroun avec un K, pour voir un peu ce qui s'était passé au Cameroun, comment la France s'est comportée au Cameroun, avec notamment les upécistes, les Youm Niobé, on sait très bien, les Félix Moumié qui représentaient, et comment est-ce que Mesmer lui-même a dit clairement qu'il fallait briser ce qui se passait au Cameroun. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mesmer qui le dit ouvertement. Donc on a brûlé des gens, on a utilisé le napalm au Cameroun notamment. Cette histoire est très 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 forte. Et donc c'est cette France-là finalement aussi qu'il faut prendre en ligne de compte pour avoir une idée assez pertinente de ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est très très important de le rappeler parce qu'on ne peut pas comprendre la réalité de ce qui se passe dans nos pays en restant seulement dans nos pays, dans le cadre de nos pays. On ne comprendra rien. Les peuples africains, bien sûr, est composé de beaucoup d'ethnies, et c'est ça qui fait la richesse de ces pays africains, et ça se trouve ailleurs également. Vous venez en France, vous allez voir quand même que y a ce qu'on peut, n'est-ce pas, référer comme étant des groupes ethniques aussi. Hein. Les Bretons sont des Bretons, les Savoyards sont des Savoyards, les Alsaciens sont des Alsaciens, et donc dans le sud-ouest de la France, les Occitanais, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Donc il y a quand même des particularités ethniques en France qui fait savoir aux gens que je suis originaire de tel coin ou de tel coin. Et dans leur langage parlé aussi, le français, quand un Alsacien parle et quand un Toulousain parle, il y a une grande différence. Quand un Breton parle, il y a une grande différence, vous voyez. Donc ça, c'est une richesse dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est la même chose. Vous regardez, vous entendez un Texan parler et un Californien
parlait, un New-Yorkais aussi parlait, c'est complètement différent. Donc on s'identifie à ces groupes, n'est-ce pas, de personnes, ce qui est tout à fait la diversité des choses et on peut le comprendre. Ben maintenant, je me balade partout pour comprendre. Il faut avoir une approche holistique, globale aussi des choses pour comprendre un peu ce qui est particulier à chaque pays, ce qui est particulier à chaque région en tant que tel. On peut rien comprendre quand on sépare un peu ces adversités internes et ces adversités externes. Et donc, je reviens donc sur le Congo après ce voyage dans le monde entier. Je reviens sur le Congo pour bien comprendre l'assise, les assises et les enjeux qui sont face à nous aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Et donc, je parlais de cette conférence nationale que nous avons vécue de la façon la plus formidable qui soit. Et vous comprendrez aussi que le Congo, en Afrique, est parmi les pays finalement qui ont bien vécu, qui ont bien pratiqué, n'est-ce pas, cette période de transition démocratique, au moins avec tout ce que cela supposait comme élection. Tout s'est bien passé, Lissouba a été élu de la façon la plus agréable qui soit. On peut pas, personne ne peut se lever pour dire que les Congolais n'ont pas la capacité d'organiser de la manière la plus démocratique possible des élections, ça s'est fait. Or, il s'est trouvé que au moment où certains pensaient que c'est une bonne chose, il y a d'autres qui ne le disaient pas ouvertement, qui pensaient que c'était une mauvaise chose, aussi bien au Congo-Brazzaville qu'en dehors du Congo-Brazzaville, qu'en France aussi, disons les choses comme ça se passe, comme ça y est. Hein? En France notamment, il y a des indices qui montrent que finalement, la belle idée de François Mitterrand, ben, c'était lancé, d'accord, mais après, on se rend compte que finalement, quand on rentre dans les méandres de la France-Afrique, quand on voit ce que la France-Afrique apporte à la France, notamment, autour de ces relations incestueuses, c'est pas moi qui le dis, c'est les grands analystes français qui l'ont décrit comme ça, allez-y lire Pierre Péan, paix à son âme, et beaucoup d'autres théoriciens qui ont théorisé sur la France-Afrique, il y a du nébuleux derrière. C'est là où nous parlons de cette France hideuse. Et quand nous parlons de la France hideuse, nous ne parlons pas du peuple français, qui est un peuple formidable, à qui certainement on cache beaucoup de choses, malheureusement. Mais même si on leur disait ces choses que la France cache, qui est fait dans son dos, aura-t-elle aussi le pouvoir ou la force de réagir par rapport à ça? Eh bien, peut-être que les Français diront que non, ben écoutez, ce que nous faisons derrière votre dos, c'est pour votre bien-être. Vous voyez un peu les entreprises que vous avez. Et c'est là encore Jacques Chirac qui disait clairement sur une vidéo qui circule, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jacques Chirac qui était un homme politique dans la scène politique française, donc qui a eu ses 2 mandats à la présidence de la République française, et qui l'a dit, et s'il le dit avec la connaissance qu'il avait de ces enjeux-là, 2 fois président de la République, mais il a dit clairement que, mais vous les Français, vous pensez que l'argent qu'il y a au fond de vos poches, vos entreprises ne sont pas compétitives à ce point pour avoir cet argent-là. Comprenez une fois pour toutes que cet argent que vous avez au fond de vos poches, eh bien, c'est un argent qu'on va chercher en Afrique. On va chercher en Afrique. Donc, il y a toute une nébuleuse qui est là, qui malheureusement n'est pas sensible à tout le monde. Mais donc, avec une loupe, avec un microscope, on peut voir évidemment le caractère hideux de ces relations-là. Parce que malheureusement, ça ne laisse pas simplement de piller les matières premières africaines, mais aussi ça pousse à détruire les Africains. Ça détruit les Africains. Ça leur détruit sur le plan de leur identité. Ça leur détruit physiquement. La destruction de notre intégrité physique. Parce que les guerres qu'il y a eu, vous voyez très bien que les guerres qu'on fait au Congo-Brazzaville, celle que M. Denis Sassou Nguesso a créée pour reprendre le pouvoir, a été très, très, très meurtrière.
Et jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien que M. Denis Sassou Nguesso continue ce marché des armes. Et vous savez très bien quand on crée les guerres civiles. Mais les guerres civiles ont détruit l'âme, l'éthos même du Congolais. On détruit les gens qui vivaient en bonne intelligence parce qu'on introduit la dimension ethnique. La dimension ethnique devient l'élément fondamental dans la procession de la guerre en tant que telle. C'est ça qu'on a vu au Congo-Brazzaville durant ces périodes-là. Il est mieux de faire une guerre étrangère, mais la guerre civile est très mauvaise parce que la guerre étrangère, ma foi, obéit à un certain nombre de règles. Mais la guerre civile n'obéit pas à ces règles-là et on voit les ravages que ça fait. C'est-à-dire que les armes que M. Denis Sassou Nguesso a entrepris d'acheter pour son propre pouvoir, eh bien, il dépense des milliards et des milliards dans cela, eh bien, les milliards, plutôt que de construire le pays, ça rentre dans les armes qui vont tuer les Congolais. Ça tue les Congolais, ça détruit la nation. Donc, regardons quand même, nous disons ces choses-là, puisqu'on nous interdit d'arriver au pouvoir, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut que nous expliquions au moins ça, pour que les gens comprennent un peu la logique de ce qu'il y a derrière les actes qu'ils posent. C'est ça qui est très, très important. Monsieur Denis Sassou Nguesso prend des milliards pour acheter les armes. Les armes sont fabriquées par les nations occidentales ou les autres nations. Maintenant, il va en Azerbaïdjan, mais je pense qu'à un certain moment, il pouvait les acheter en France aussi. Hein, à la guerre, après la guerre, je pense que les autres pays qui étaient à Brazzaville, les autres armées qui étaient à Brazzaville, en attendant la guerre de Kinshasa qui n'a pas eu lieu, ils sont repartis, les Belges sont repartis, les Anglais sont repartis, les Hollandais sont repartis, les Américains sont repartis. La France est restée au Congo-Brazzaville. Et on nous dit également que les armes ont été laissées à Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent également. Donc, je vais montrer tout simplement cette prise de conscience que l'argent, beaucoup d'argent acheté les armes, on enrichit donc les pays étrangers qui fabriquent ces armes-là, qui ne les utilisent pas chez eux. Il n'y a pas de raison qu'ils utilisent les armes qu'ils fabriquent chez eux. Ils ne veulent pas se tuer entre eux. Et ce qu'ils veulent chez eux, c'est l'épanouissement de leur nation. Ils épanouissent leur nation. Mais chez nous, hein, on est déjà très très pauvres. Et très pauvre, une façon de parler, on n'est pas pauvre au Congo-Brazzaville. On peut dire que certains autres pays qui n'ont pas le pétrole, qui n'ont pas le bois soient pauvres, mais le Congo-Brazzaville n'est pas pauvre. Donc, on a appauvri le Congo-Brazzaville parce que tout l'argent que le Congo a eu, on n'a pas mis là où il fallait mettre. Donc, on se retrouve finalement avec ce monsieur, Denis Sassou Nguesso, qui prend l'argent, le peu d'argent qu'on a pour acheter les armes, pour enrichir les autres. Et les autres leur livrent ces armes-là. Et les armes sont mises, et ils les utilisent. On n'achète pas les armes pour les mettre, n'est-ce pas, dans un coin de la maison. C'est pour utiliser. Et les armes, il y a des munitions, il y a des cartouches. Les cartouches, quand on vise quelqu'un, il meurt. Et c'est ça, il y a des cartouches sont très nombreux, ils savent eux-mêmes. Là, nous imaginons un peu comment ça peut être, mais eux-mêmes, ils savent très bien comment ça se passe clairement, comment ça se passe, les cargaisons qu'ils vont soulever. Quand ça arrive à Pointe-Noire, on entend que c'est arrivé à Pointe-Noire, on évacue tous les travailleurs du port de Pointe-Noire quand ils veulent décharger, n'est-ce pas, les armes. Ils les déchargent en vidant tout le monde. Donc, ils font des choses en cachette, il ne faut pas qu'on voit, il ne faut pas qu'on voit cette duplicité-là. Donc, vous voyez un peu ces rapports-là entre cette France-là aussi, je reviens encore sur la France, pour comprendre que non, mais il y a quand même la possibilité peut-être de partir sur des nouvelles bases, parce que toutes ces choses-là, nous connaissons. Et ce qui est quand même dommage, évidemment, c'est que quand on prend les armes, on tue l'éthos du Congolais. On nous tue physiquement, on nous tue culturellement, on nous tue moralement, on nous tue spirituellement. Mais qu'est-ce qu'il en restera? Qu'est-ce qu'il en restera? Qu'est-ce qu'il en restera? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso peut se dire que voilà, je gouverne correctement? On ne peut pas le dire, c'est pas possible, on ne peut pas le dire. Et je pense quand même que depuis là, ce que je voulais montrer évidemment, si depuis 97, on fait la politique de cette manière jusqu'à 23 ans après, et après 23 ans, on a toujours, on se rend compte que, mais le pouvoir en question qu'on a eu là, on l'a exercé. Une fois de plus, on avait eu notre premier boom pétrolier au début des années 80. On a eu beaucoup d'argent, mais on nous promettait quand même, on disait qu'on devait vivre durement aujourd'hui. Mais cet argent-là, pendant sa soirée, qu'est-ce qu'on a fait au fond? Qu'est-ce qu'on a fait avec tout cet argent-là? On ne voit rien. Et qu'aujourd'hui, on revient en 97.
On a essayé de faire des choses entre 92 et 97, très très difficilement. L'autre, on n'a pas laissé travailler. On a dit ce qu'on a dit sur lui, mais ma foi, mais après tout, on l'a fait partir. Hein. Il est allé s'asseoir et mourir dans le sud de la France, à Perpignan. Bon, ben écoute, le pouvoir en question, 97, là encore, il y a eu d'autres booms pétroliers, on a eu encore beaucoup d'argent qu'on est allé même aussi donner à d'autres pays. Hein. On a eu pitié des autres pays, on leur a donné beaucoup, beaucoup d'argent, et l'argent qu'on a donné aux autres pays, là, qui refusent même de remettre, puisqu'à un certain moment, les Congolais ont demandé un peu qu'on remette l'argent qu'on leur avait prêté, mais la Côte d'Ivoire dit, mais j'ai pas cet argent, la Guinée dit, mais j'ai pas cet argent, ils veulent pas remettre l'argent du Congo, et puis on est tranquille, on croise les bras. Parce que si l'argent était donné dans les circuits normaux, les circuits financiers normaux, eh ben, il y aurait des procédures pour récupérer cet argent parce que ce n'était pas un cadeau. Maintenant, si c'était un cadeau, ils avaient dit c'était un cadeau, mais écoutez, je vous donne cet argent, mais écoutez, quand je vais voler mes élections, écoutez, tenez-vous à carreau, ne me critiquez pas parce que, on peut se dire comme ça aussi. Vous voyez? Donc, on est face au Congo que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes face à ce Congo que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui sont irresponsables, qui ont entraîné le pays dans ce marasme-là, dans cette situation depuis 97, et qui ont exercé le pouvoir tout à fait de façon autoritaire, de façon non partagée, en instrumentalisant, n'est-ce pas, une certaine dimension de la démocratie. Et c'est une démocrature. Et on l'a expliqué et réexpliqué au Congo-Brazzaville. Voilà, on a expliqué et réexpliqué au Congo-Brazzaville. Mais maintenant, quand on fait une radioscopie de notre pays aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire exactement l'état du pays. Quel est l'état du pays aujourd'hui? Ça, c'est important. Nous n'arrêterons pas d'attirer l'attention sur ça. Bon, la difficulté, c'est malheureusement aussi l'état de la population congolaise. Comment est-ce que un tel système, la violence symbolique de ce système, qui s'accompagne aussi d'une violence réelle, concrète, puisqu'on n'arrête pas de massacrer les gens, eh bien, est-ce que ça a créé un Congolais, finalement, de qui la raison a complètement disparu? Un Congolais qui ne comprend plus rien, même les personnes qui étaient des personnes très très intelligentes, des professeurs, des grands professeurs d'université, pourtant qui sont là pour donner la connaissance, les Banganga Mayele, comme on sait le dire, les gens très intelligents qui ont enseigné des Blancs aussi à l'extérieur et qui se retrouvent maintenant dans ce système-là, d'autres des professeurs qui enseignaient à l'université Marien Ngouabi, qui sont rentrés, n'est-ce pas, dans le système, et parfois on se demande, mais comment se fait-il que des grosses intelligences comme ça se soient pourvoyées à ce point-là? Comment ça a été possible? C'est pas possible. Et quand on voit aussi le gouvernement, je me demande souvent, mais c'est qui le gouvernement? Le gouvernement congolais, c'est quoi? C'est qui? Comment ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils font quotidiennement dans leur ministère? On ne voit pas. Et les gens qu'on voit plus au devant de la scène de ce gouvernement-là, c'est des gens finalement, des gens ordinaires qu'on a pris comme ça là, sur des critères qu'on ne sait pas quoi. Je me rappelle encore d'un ministre, qui n'est certainement pas ministre, mais qui est dans le système, qui est allé faire l'entrevue contre la guerre de 98, je pense, hein, la guerre, non, pas 98, en 2016, là, 2016, après 2016, ce jeune qui est allé dans les quartiers sud, qui habitait dans les quartiers nord de Brazzaville, qui est allé dans le quartier sud pour répondre à l'entrevue, c'est pas de RFI, voilà, qui disait que voilà, les ninjas sont venus, ceci, c'est pas Motom ou Moutom, voilà, un truc comme ça, là, je me rappelle plus de son nom, mais c'est Motom, voilà, qui, voilà, pour avoir fait ça, il est propulsé ministre, donc il a été récompensé. Vous voyez, je ne réduis pas la portée des uns et des autres, mais des gens qui, dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, sont en pole position, c'est des gens qui, en tout cas, on voit pas les grosses pointures, on les voit pas. On ne voit pas les grosses pointures qui ont soutenu ce système. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Pourquoi ils sont à tonnes? Pourquoi ils sont à tonnes? Ils ont vécu le système, ils sont intelligents, ils ont des grands diplômes, mais on les entend pas. On les entend pas.
Le professeur Théophile Obenga, que j'ai eu la chance de connaître, puisque pendant qu'il enseignait à San Francisco, j'étais aussi dans la région, j'enseignais là-bas également, on a eu à partager des petits moments, mais il est rentré dans le système. Et quand j'entends le professeur Théophile Obenga faire les critiques par rapport à l'Afrique d'une manière générale, tout le monde l'a suivi, il dit des choses qui sont réelles par rapport à la façon dont ça fonctionne au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez vu un ministre français avoir des hôtels de site? Il le dit ouvertement. Mais ce qui est dommage dans l'approche du professeur Théophile Obenga, c'est qu'il ne nomme pas ce qui se passe chez lui-même. Il ne dit pas ce qui se passe chez lui-même. Ce qu'il dit est la traduction de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais lui, il ne le dit pas, il ne parle que en général de l'Afrique. Et il y a encore une autre interview que j'ai vue de lui où on lui a demandé est-ce que, puisque M. Théophile Obenga, à la veille de la démocratie, était bien membre de l'UPADS, hein, voilà, les changements a poussé, même Oba Apounou aussi était membre de l'UPADS. Vous voyez, ils étaient membres de l'UPADS aussi quand la démocratie arrive. Mais quand M. Denis Sassou Nguesso revient, eh bien voilà, chacun, Oba Apounou est revenu là où il était. Hein, et un personnage central dans le système de M. Denis Sassou Nguesso. Et le professeur Théophile Obenga a dit ouvertement que non, ben écoutez, je suis au PCT. Je suis au PCT. Ah, mais hier, il n'y a pas longtemps, vous étiez, comment on appelle votre carte? Ben oui, mais l'UPADS n'a pas tenu de conférence, de congrès ou des choses comme ça. Donc voilà la raison que le professeur Théophile Obenga apporte tout simplement parce que le parti n'a pas tenu un congrès et qu'il est allé au PCT. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut relever avec la plus grande des gravités parce que des personnages comme le professeur Théophile Obenga, c'est des gens qui devaient vraiment apporter quelque chose de nouveau, de sorte que le pays puisse renaître sur la base, n'est-ce pas, d'un certain nombre, comment je peux dire, de valeurs que nous pouvons partager. Mais on ne peut pas indéfiniment comme ça faire cette sorte d'hypocrisie qui est finalement très dérangeant et qui fait insulte, n'est-ce pas, à la science et à la morale de la science que l'on est censé être le détenteur. Vous voyez? Et tout ça, c'est des choses qui sont visibles, on le voit très bien, on prend la parole, on dit des choses. Et laisser, n'est-ce pas, l'opportunité aux autres de faire des analyses et de faire ce genre d'interprétation. Donc, nous le disons tout simplement pour éclairer les Congolais, pour qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se joue en réalité, comment leur vie est jouée, comment leur vie est jouée, comment leur vie est hypothéquée, comment leur vie est mise à mal, et pas seulement leur vie en tant que telle, la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de génération en génération. Vous voyez? Mais maintenant, là, vous voyez un peu, hein, bon, laissez-moi dire un peu ces choses-là. Le Congo a vécu tellement de difficultés, le pool notamment. Attendez, le pool, une fois de plus, oh mon Dieu. Monsieur Denis Sassou Nguesso qui est en campagne en ce moment, mais c'est-à-dire, vous dites, mais attends, le corps serré. Vous voyez la campagne qu'il est en train de faire, la campagne et les propos, en fait, le contenu de sa campagne. Bon, quand on nous dit qu'on était au cinéma, on était les arts dramatiques, on était en train de suivre, on est allé pour nous amuser à écouter et rigoler quand il parle de ce qu'il a fait. Je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, tout le monde, ça devient même la risée du monde sur Internet, là. Hein? Toute une campagne à dire ce qu'il a dit. Toute une campagne présidentielle, pour laquelle d'ailleurs on empêche les autres de participer. Mais attendez, prenez cet espace public, dites des choses, mais dites des choses sensées. Dites des choses sensées, mais de grâce, ne dites pas des choses insensées. Remplissez la campagne, point par point, où est-ce que nous en sommes avec nos institutions politiques, que vous disiez que vous allez faire avancer nos institutions avec le changement de la Constitution que vous avez mis vous-même en place en 2002, taillé sur mesure,
Et après ce temps-là, vous dites que les institutions ne fonctionnent pas. Mais parlez-nous de ces institutions pendant la campagne électorale. Qu'en est-il de ces institutions? Les gens que vous avez nommés, on a vu beaucoup de gens que vous avez nommés là pour votre campagne, mais c'est des grosses têtes là. Mais pourquoi on ne les entend pas? Vous avez choisi entre guillemets les meilleurs. Vous avez choisi les meilleurs. Pourquoi est-ce que ces gens-là que vous avez mis, avec chaque domaine, des gens, des professeurs d'université, pourquoi on ne les entend pas? Nous avons besoin de ces gens-là qui viennent nous dire des choses pour qu'on discute, pour que nous donnons aussi nos points de vue sur les institutions politiques, les institutions juridiques au Congo-Brazzaville, qui nous viennent nous dire, nous exposer leurs fameuses fibres optiques, où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'ils en sont avec le numérique, l'intelligence artificielle, qui de plus en plus devient quelque chose de très important pour ceux qui arrivent? Dites à vos gens que vous avez mis en place de nous dire où est-ce qu'ils en sont, quelle est leur pensée sur la fibre optique, sur l'intelligence artificielle, comment on va l'intégrer, n'est-ce pas, à la circularité de l'économie congolaise aujourd'hui. Où est-ce qu'on va l'utiliser? Nous avons besoin de ces débats-là pour qu'on échange, pour nous saisissions la portée de ce que vous dites. Nous avons besoin que sur le plan de l'éducation, que vous nous dites exactement que voilà quel est le profil, n'est-ce pas, l'état de l'éducation dans notre pays. Combien est-ce que nous avons des écoles primaires, combien nous avons des écoles secondaires, combien nous avons des écoles, voilà, et dans ces écoles-là, quels sont les problèmes qui se posent et comment on peut faire pour résoudre ces problèmes-là? Parlez-nous de la jeunesse. Parlez-nous de la jeunesse. Où est-ce que nous en sommes avec cette jeunesse? Est-ce que cette jeunesse a encore un avenir? Est-ce que cette jeunesse, qu'est-ce que vous prévoyez pour assurer l'épanouissement de cette jeunesse-là? Nous avons besoin des chiffres, nous avons besoin du concret par rapport à la façon dont vous avez géré, n'est-ce pas, l'espace éducationnel au Congo-Brazzaville. Ne venez pas nous parler des safou et du manioc et de l'oignon. Venez nous parler de ces choses-là. Où est-ce que nous en sommes avec la jeunesse? Où est-ce que nous en sommes avec l'éducation? Vous avez construit l'université Denis Sassou Nguesso, il y a l'université Marien Ngouabi qui est à côté, les toutes deux universités agglutinées dans la même ville qui est Brazzaville. À Pointe-Noire, il n'y a jamais eu d'université. À Dolisie, à Ouesso, à Infondo, il n'y a pas ces choses-là. Parlez-nous de ça exactement. Quel est votre plan là-dessus? Hein? C'est ça que nous voulons dans une campagne électorale, puisque ça engage la vie de la nation. On veut aller plus loin, on veut épanouir tout le monde, on veut apporter le bonheur à tout le monde. Mais parlez-nous de ça. Ne nous parlez pas des safou et du manioc et des oignons. Parlez-nous de l'éducation. Qu'est-ce que vous mettez dans l'éducation? Quel est le budget qu'on met à l'éducation? Est-ce que vous pensez à la formation professionnelle, la formation technique? Voilà des gens qui vont à l'école, une formation de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, qui apprennent l'ébénisterie, qui apprennent la soudure, qui apprennent la charpenterie, qui apprennent l'élevage, qui apprennent la pêche, qui apprennent ça. On leur apprend ces choses-là avec les modules de formation qui sont indiqués pour ça. C'est-à-dire, ils vont à l'école, ils apprennent à le faire. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de cela. Parlez-nous, n'est-ce pas, pendant que nous y sommes. Parlez-nous de la police. Quels sont les effectifs de la police? Quels sont les effectifs de l'armée? Quels sont les effectifs de la gendarmerie? Et sur la base de quoi est-ce que ça fonctionne? Comment? Nous avons besoin d'avoir, n'est-ce pas, un portrait, n'est-ce pas, de ces forces régaliennes. Nous avons besoin de ça concrètement. C'est ça quelle est la vocation de la police aujourd'hui? Quelle est la vocation de l'armée aujourd'hui? Quelle est la vocation de la gendarmerie aujourd'hui? Quelles sont les procédures de recrutement dans ces organisations-là? Dites-nous-le. Et comment est-ce qu'on peut avoir une armée républicaine? Est-ce que la vôtre, en ce moment, elle est républicaine? Puisque vous revendiquez la République. Nous avons besoin de ces choses-là. Parlez-nous de la santé. Parlez-nous du bien-être. Parlez-nous de ces choses-là concrètement. Quelle est la place de la santé? Qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé vous dit de la santé et comment est-ce que vous mettez en pratique un peu voilà, cette vision que l'Organisation mondiale de la santé a de ce qu'on appelle autour de la santé? La santé ne se réduit pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est un état général de bien-être. Mais ce bien-être-là, il faut le décortiquer. Il faut le décortiquer. Est-ce que les gens qui sont sains de corps, qui n'ont pas de travail, sont-ils en bonne santé?
C'est ça, évidemment, la vision que nous voulons autour d'une campagne, qu'on nous parle de ça. Mais ne nous parlez pas des Safou, ne nous parlez pas du manioc, ne nous parlez pas de Mingwele, ne nous parlez pas de ça. Ne nous parlez pas de ça. Nous avons besoin que ce pays-là renaisse. Nous avons besoin que ce pays renaisse. Voilà. Hein? Parlez-nous de quel domaine encore? Beaucoup de domaines. Où est-ce que nous en sommes avec le commerce, voilà, la balance commerciale au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que nous vendons à l'extérieur? Et qu'est-ce que nous importons? Voilà, Bassafou, on importe des safous. Mais attendez, mais les safous pendant que nous y parlons. Mais si on importe du safou, mais dans la région de Poul, vous savez très bien ce que vous avez fait dans la région de Poul. Il y a quand même des arbres fruitiers qui ont été coupés là. L'ordre a été dominé par qui? Les papiers qui circulent, ce n'est pas nous qui les avons écrits, c'est vous qui les avez écrits et votre équipe. Mouibara 1, Mouibara 2, Colombe 1, Colombe 2. On a vu des vidéos que vous avez filmées en rentrant dans le pool. Il fallait raser tout le monde. Ce n'est pas nous qui le faisons. Vous faites une politique et vous mettez à disposition les résultats de ce qui a été votre politique. Mais les savous, si on les importe d'ailleurs, c'est bien parce qu'on les a coupés, non? On les a coupés dans le pool. Les mangues aussi, on les a coupés dans le pool, non? Comment voulez-vous qu'on puisse produire du safou puisqu'on a donné l'ordre de les couper? L'agriculture, ben oui, mais maintenant l'agriculture, ça fait très longtemps qu'on parle d'agriculture. Avant le pétrole, c'était l'agriculture. Oui. Donc c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons entendre. Bon, maintenant là, vous arrêtez les gens, le docteur Alex Ibaka. Mais attendez, le docteur Alexandre Nzabana Ibaka, mais il fait partie de la société civile. Il fait partie de la société civile. Et la façon dont vous l'avez, c'est une rafle. La rafle, c'est un mot de triste mémoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la rafle du Maldives, et tout ça, quand on vous parle de la rafle, mais c'est effrayant. On vient rafler les gens. Est-ce qu'un pays comme le Congo-Brazzaville, qui se dit un pays démocratique, qui fait des élections comme vous le faites là, vous tenez à votre calendrier, et vous avez quand même le temps de rafler les gens? Et quels gens? Un membre éminent de la société civile qui normalement n'est pas comme les autres qui sont... moi, je ne suis pas parti du Congo en tant qu'exilé, mais je me sens exilé alors que j'ai le droit de rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Ce que nous disons là, le prix peut être la mort. Vous le savez très bien. Et vous le savez très bien. On sait très bien qu'on a des fiches là-bas. Et des personnes éminentes ont été capables de vous dire des choses sur nous. Vous le voyez, on ne se cache pas pour dire ce que nous sommes en train de faire. Voyez? Mais M. Ibaka, M. Nzabana, mais c'est des gens de la société civile, avec M. Washington Ebina et tous leurs compagnons. Mais je pense que vous êtes aussi content quand ils vous apportent la contradiction. Quand le FMI vient là-bas, il rencontre aussi la société civile. Donc la société civile a sa place de dire aussi qu'est-ce que M. Nzabana a dit pour qu'on puisse le rafler. On ne l'a pas arrêté, mais on est venu l'enlever. On l'a enlevé. Voilà donc un système qui fonctionne avec ces institutions tranquilles, la police qui vient enlever des gens. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Si vous reprochez quelque chose à M. Nzabana, Waibaka, Alexandre, mais faites-le savoir. Envoyez, n'est-ce pas, un faire-part que voilà, vous êtes convoqué comme d'habitude. Mais quand un régime vient rafler les gens, c'est de triste mémoire et les méthodes sont staliniennes, ces méthodes c'est du nazisme par excellence. Il faut le dire, n'ayons pas peur des mots, c'est du nazisme. C'est du nazisme par excellence parce que vous raflez les gens, Ça ne se fait pas. Nous avons quand même besoin que ce pays s'apaise, que le pays s'apaise. Parce que si vous continuez à gérer un peu cette adversité qui devient très, très, très mauvaise, mais vous allez vous arrêter où? Vous allez vous arrêter où? Vous avez plus le pouvoir, vous pensez que beaucoup d'années, parfois vous dites, ah, mais je suis quand même, en 97 jusqu'à aujourd'hui, 23 ans sont passés. Mais oui, ça passe vite, monsieur le président. Ça passe très, très vite. Et vous allez voir que, ben, écoute, ça va aussi passer vite, ce qui va arriver. Donc, chaque fois, vous avez fait la même chose. Chaque fois, est-ce que vers la fin, ce que je dis là est de la morale pure et simple? Est-ce que vers la fin, on ne peut pas se dire que, écoutez, on va temporiser un peu? On ne peut pas temporiser un peu dans ce pays?
On ne peut pas faire naître des meilleurs sentiments. Et ça, on l'a dit, depuis que nous prenons la parole, on est parfois très incisif. Mais dans ce que nous disons, on essaie de mettre au devant aussi cette dimension extraordinaire de l'être qui peut s'asseoir avec son ennemi et dire qu'écoute mon frère, ce qu'on a fait hier c'est très mauvais, alors repartons sur des nouvelles bases. On prend ça, on peut acheter cela, on peut acheter cela, on peut acheter cela. Hein? Plutôt de continuer la confrontation, mais les armes que vous avez, ça ne met personne à l'abri. Je l'ai dit dans une vidéo, les armes que vous avez là, c'est peut-être les mêmes armes qui vont vous abattre vous-même. Voilà. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Essayez de pacifier ce pays. Donnez la chance un peu à tout le monde, surtout aux vôtres, parce qu'avec tout ce que vous construisez là, si vous restez davantage au pouvoir, c'est parce qu'à un certain moment aussi, vous vous dites, ah, comme l'a dit l'un des vôtres, le monsieur Barbu, là, comment on l'appelle déjà, là, le monsieur Barbu qui disait l'avenir des Moshi devant un tribunal qui demande l'avenir, je sais pas comment, l'avenir des Moshi. Mais si à son niveau, il a tenu les armes aussi, hein, c'est lui qu'on voyait un peu quand vous avez, pendant la guerre qui est arrivé un peu vers Bayardel, là, à côté du truc de Pampi, c'est lui qu'on voit avec sa barbe qui n'était pas encore blanche, mais bien noire. Donc il est dans le système, il sait ce que vous avez fait. Hein? Nous avons souffert dans ce pays, mais qui n'a pas souffert? La souffrance a été portée par qui? Aucun président n'a fait ce que vous avez fait aujourd'hui, vous le savez très bien. Donc, à un certain moment, quand même, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on comprenne, au fond, que nous sommes embarqués dans une voie sans issue, une mauvaise voie. Et quand les Congolais vont se soulever, c'est légitime que les Congolais se soulèvent. Mais ils finiront par se soulever, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous avez attrapé M. Alex Baka, mais il a bien dit, ben, on ne va pas se faire avoir une... Ah, donc c'est pour ça que vous l'avez attrapé. C'est pour ça que vous l'avez enlevé. Il n'a rien fait de répréhensible. Il n'a rien fait de répréhensible. Il a dit tout simplement que non, ben, on ne faut pas se faire avoir pour la deuxième fois. Il faut que les Congolais se lèvent partout. Parce que aucun Congolais n'est à l'abri, n'est-ce pas, des effets négatifs de votre gouvernance. Ça, c'est clair et net. On prend dans la tasse. On prend dans la tasse. Il dit simplement, mais les Congolais ont le droit de se lever. OK? La résistance à la tyrannie, et vous exercez une tyrannie sur les Congolais, c'est un droit reconnu. On l'a dit, on l'a redit, et beaucoup le reprennent maintenant. C'est un droit pour les Congolais. Même ceux d'Oyo. On a vu aussi, hein, Mathias Nzon est passé à Oyo. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui ont applaudi Mathias Nzon à Oyo. Donc c'est quand même un indice pour vous montrer que ben, même là où vous dormez, vous, c'est pas gagné. Et ça montre à suffisance aussi pour les autres que non, mais tous les Moshi, heureusement, ne sont pas complices de ce qu'on fait. Ils subissent aussi les affres de votre mauvaise gouvernance. Donc il faut à un certain moment apprendre à arrêter. Il faut apprendre à arrêter. Vous devez même arrêter ces élections-là. Vous pouvez vous dire, faire un acte très fort qui va surprendre tout le monde. Mais écoutez les gars, bon, il n'y aura plus des élections le 21 mai. Ça, c'est rêvé quoi. C'est rêvé, on sait que ça c'est rêvé. Ça c'est rêvé. Vous ne pouvez pas le faire. Et pourtant c'est ce qu'il pouvait faire. Et si vous le faites, vous traversez un peu ce machin-là, beaucoup de gens, beaucoup de vies pourront être sauvées. Beaucoup de vies pourront être sauvées si vous faites un acte comme cela. Voilà. Et puis ben, ceux qui ont choisi de partir avec vous, monsieur Kolela, monsieur Nzon et les autres, les Ngangian, comment on l'appelle, Ngambe, et puis tous les autres qui feront évidemment les 0,01%, machin, ça on le sait, ça on le sait. Mais les grosses pointures à Pépin, Nzon et puis Kolela, mais si vous avez vécu ce que vous avez vécu là, vous le sentez très bien. Encore, vous êtes une catégorie de candidats, bon, on peut comprendre pourquoi vous êtes là, parce que vous avez été vous avez fricoté avec le pouvoir, vous avez évolué normalement avec ce pouvoir-là. Hein? Les autres qui ont refusé, on les a mis à côté. Donc, si vous êtes conscient du fait qu'on peut faire un acte, mais retirez-vous de la campagne.
Retirez-vous à la campagne, à 2 jours de la campagne, dire que non, en fonction de ça, de ça, de ça. Parce que, on peut voir, j'étais bien content de voir M. Kolela à Pointe-Noire. Il y a eu de foule. Il y a eu foule à Pointe-Noire. Et ça montre à suffisance que la stratégie de M. Denis Sassou Nguesso, qui était de monter, qu'il se balade lui-même avec les gens qu'il a corrompus, qui vont avec lui, on a bien vu, les preuves sont là aussi, hein, les abeilles de Kinkala. Les abeilles de Kinkala. On voit toute une procession de véhicules qui ont de partir. Voilà les gens qui vont faire le nombre à Kinkala. Parce qu'à Kinkala, c'est quand même là où vous avez bombardé la région de Poul pendant plus de 2 ans quand même aussi. Hein, et se dire que voilà, on va aller tranquillement dans le Poul après l'avoir détruit à un niveau incomparable, qu'on se fasse applaudir. Et là, on s'interrogerait sur des Congolais. Les gens du Poul, on s'interrogerait vraiment de la manière la plus apeurante sur ce qu'est devenu le Congolais dans la région du Poul, après avoir subi ce que vous avez subi et continué à subir de Denis Sassou Nguesso, et l'applaudir, c'est ce qu'on appelle les actions illogiques. C'est illogique. Il n'y a pas de sens à ça. Il n'y a pas de sens à ça. Et puis, on voit très bien que la stratégie de M. Denis Sassou Nguesso, M. Pierre Moussa l'a dit ouvertement, vous dites des choses ouvertement, comme j'ai dans un poste, vous offrez votre verge pour qu'on vous fasse battre avec cette même verge. Voilà, quand M. Moussa se lève pour dire ben, on a fait l'erreur en 2016 et tout ça, on ne fera plus la même erreur. L'erreur qui a été faite en 2016, finalement, c'est quoi? C'est d'avoir laissé les autres aller faire la campagne librement et avoir eu les Mokoko qui sont en prison aujourd'hui, amasser des gens comme ça. Mais quand Mokoko à Pointe-Noire, c'était. Mais ce que Kolela a fait, c'est pas comme ce que Mokoko a fait, mais ce que Kolela a fait à Pointe-Noire, c'est déjà bien. Mais Mokoko, c'était encore nettement mieux parce que. Et se lever, sortir de là, proclamer sa victoire, alors qu'on a vu les foules autour de Mokoko, autour de Kolela, mais il a fait quand même, il était champion, il est sorti le premier. Hein? Donc Moussa, en le disant, il disait que cette fois-ci, la stratégie, c'est d'empêcher, déjà limiter les candidats les plus forts. Bon, Kolela a été avec nous, nous a accompagnés et tout. C'est le fils de Denis Sassou Nguesso, laissé en héritage par Bernard Kolela, qui lui a dit, mais voilà votre père, et ainsi de suite. Donc, cette proximité-là, pour vous, stratégiquement, c'était quelque chose. Donc, Kolela, vous pouvez le briser. Et pourtant, aujourd'hui, Kolela va gagner. Si vous les faites les choses correctement, Kolela sera le président de la République. Mathias, on ne le voit pas trop, bah, enfin, lui aussi, bon, la guerre de 97, c'est lui qui l'a financé aussi, hein, il était banquier. Tout ça, c'est des choses à votre pas à votre crédit, mais à votre débit. Les Congolais ne l'oublieront pas. Les Congolais ne l'oublieront pas. Donc, voilà, la stratégie de 96 de Pierre Moussa, il ne faut pas qu'on le fasse, vous fermez le robinet aux autres, voilà, hein, pour qu'ils ne montrent pas aux yeux du monde qu'il y a des foules, Mais c'est raté puisque Kolela a monté des foules. Kolela Sibiti aussi, hein. On a vu en plus, ça c'est puisque Sibiti j'ai fait des postes en Yaka, mais Kolela Sibiti j'ai bien vu ça aussi. Mais on voit quand même une vraie campagne, accompagnée par Yombi, le fils Yombi. Le fils Kolela, le fils Yombi, ça me dérange un peu de voir ces images-là, ou bien ces configurations-là. C'est dérangeant parce qu'il n'y a pas que Yombi, il n'y a pas que Kolela. Dans ce pays, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Mais qu'à cela ne tienne, marchons avec l'évolution de la politique. Mais Kolela, la communion avec le peuple de Sibiti était formidable. J'ai bien aimé en tout cas. Hein, l'échange, des gens qui viennent, qui posent des questions, ils répondent, ils posent des problèmes. Voilà, c'est ça le rapport qu'on doit avoir avec quand on va à la rencontre du public. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit faire. Et j'ai applaudi Kolela à ce niveau-là. J'ai applaudi. Voilà. Hein? Donc, voilà, c'est ça. Nous prenons la parole. J'ai dit aussi que nous étions en campagne, nous également. Hein? Nous étions en campagne parce que ce que nous disons, on occupe l'espace. Maintenant, ceux qui sont paresseux de ne pas pouvoir nous comprendre, ben, il faut aussi avoir la capacité de comprendre aussi les enjeux. Quand on a empêché les gens d'aller à l'école, c'est qu'il y a un but bien précis qu'on voulait atteindre, de sorte que les gens n'aillent pas à l'école, que les gens ne soient pas intelligents, que les gens soient des idiots.
Voilà, donc peut-être beaucoup ne comprennent pas le sens de ce que nous disons, mais nous allons continuer à le dire et il y aura un soulèvement populaire, je le dis également, si c'est ça qui a poussé Nzabana en prison, de toutes les façons, il faut le libérer. Il faut le libérer, il faut le libérer, il n'a rien fait. Hein? Il faut le libérer parce que vous serez obligé de le libérer, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Les Congolais dans toute la République sont prêts pour ce soulèvement populaire. On n'a pas besoin de le dire en cachette puisque ça frémit déjà. Hein, on le sent dans les tripes, partout. Hein, même à Oyo, on le sent dans les tripes, on a besoin de changement, on a besoin de la respiration. On a besoin de la respiration maintenant avec le Congo-Brazzaville. Voilà ce que je voulais dire. Hein, j'ai pris un peu de temps pour le dire, mais je voulais que ces choses-là soient dites et nous reviendrons pour prendre la parole. Le Congo n'appartient pas à une caste de personnes, le Congo appartient à tous les Congolais. Et tous les Congolais ont le droit de revendiquer leur part du Congo. Et on ne va pas laisser une bande de voleurs, de tricheurs, continuer à siphonner le pays de cette manière-là et hypothéquer la vie des générations et des générations de jeunes. Hein? Déjà que les générations creuses, là, ça se fait sentir, là, ça se fait sentir. Les gens à qui vous donnez la parole le voient très bien, les gens du PCT prennent la parole, ils ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent même pas parler. Ce qu'on écrit, les écritures, ils mettent des fautes partout, même au centre du gouvernement ou du Parlement, des gens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas écrire. Mais c'est ça, c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage, c'est ahurissant, c'est à la limite. Mais voilà, mais les Congolais ont pris date. Ça continue comme ça et ils vont se soulever, ça c'est clair et net. Et nous sommes là pour leur donner les clés du soulèvement populaire qui est leur droit leur droit, c'est simplement leur droit. Merci de m'avoir écouté en tout cas et à la prochaine.